Pour cette nouvelle édition de Ticket Géopolitique, on a réuni des talents qui ont une expertise sur les problématiques de hacking, à la fois Antonio sur le domaine économique, sociologique, Olivier sur la dimension politique et Raina avec justement l'approche technologique. On voit bien que ce sont toutes ces composantes qui construisent ce que peut être le hacking, ses possibilités et toutes les fonctions qui sont liées à cette activité. Nous avons abordé un domaine particulièrement d'actualité puisqu'il s'agit de la surveillance que l'on peut opérer sur les citoyens grâce à la mise en place d'outils numériques particulièrement performants, entre autres avec l'arrivée d'outils d'intelligence artificielle. Et la question qui était posée était de se dire qui étaient aujourd'hui les protecteurs de la société. Doit-on compter sur les hackers, sur ceux qui ont été pendant si longtemps mis au banc de la société pour leurs actions pas tout à fait légales? Peut-on compter aujourd'hui sur eux pour être les antidotes à cette société de la surveillance généralisée? Dans cette société numérique, les hackers, c'est un mot très polymorphe. Parce qu'en fait, ils reflètent des réalités extrêmement différentes. Pour ne pas, on va dire, diluer le sujet, parlons des hackers éthiques, au sens très technique du terme, qui sont en fait des personnes qui ont décidé finalement de mobiliser leurs propres compétences pour éprouver de façon continue la sécurité des systèmes de plans d'organisation, privés, publics, etc. Je pense qu'on peut résumer, en tout cas principalement, à 3 idées fortes qui caractérisent le débat qu'on a eu aujourd'hui. D'une part, c'est le fait qu'il s'agit de technologie et donc il est important de comprendre l'outil technique. Ensuite, il y a une dimension économique. On voit bien que les entreprises fondent une partie de leur modèle d'affaires sur cette technologie. Et troisième composante, la question de la règle de droit. Est-ce que celle-ci est respectée? Est-ce que celle-ci est conforme aux usages, aux attentes? Est-ce qu'elle peut être contestée juridiquement? Est-ce qu'elle est conforme à des règles suprêmes comme les droits de l'homme, la Constitution? C'est un sujet qui a été beaucoup débattu. La numérisation des sociétés est un sujet qu'on traite en réalité depuis les années 80 du siècle passé. La question des opportunités en termes de débat démocratique, liberté d'expression, mais aussi en termes de risque de traçage permanent. Finalement, on est aujourd'hui face à des technologies qui apprennent à nous détecter, reconnaître nos comportements et parfois même à anticiper nos comportements et à décider à notre place. Et du point de vue non seulement de la captation des informations, mais aussi de l'usage qu'on fait de ces informations, on est face à un nouveau front et aussi à des nouvelles luttes possibles pour défendre le droit à la vie privée des citoyens. Le risque est assez bien matérialisé dans une société où la vie privée disparaît, où l'anonymat disparaît. On parle beaucoup en ce moment de la question de l'anonymat sur Internet. Est-ce qu'il faudrait le sanctuariser? Est-ce qu'il faudrait y mettre fin? Et dans le même temps, on est en train de déployer la reconnaissance faciale. Et la reconnaissance faciale, c'est la fin de l'anonymat dans l'espace public. Il y a cette phrase de Gabriel Garcia Marquez que j'aime beaucoup, qui dit qu'on a tous 3 vies, une vie publique, une vie privée et une vie secrète. Alors on sait que la vie publique et la vie privée ont déjà quand même largement fusionné avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la vie secrète est de plus en plus dévorée par la technologie.